Le deuxième habitus que nous allons explorer ensemble maintenant, c'est l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. Alors, le premier terme de cet habitus, l'empathie, ça renvoie à quoi? L'empathie, ça renvoie à la capacité que vous avez à ressentir les émotions des autres, à vous mettre dans la peau des autres, dans la tête des autres. Alors, un bon exemple de la question de l'empathie, c'est la question et la problématique grave du harcèlement scolaire, harcèlement à l'école. Eh bien, est-ce que vous savez que pour prévenir le harcèlement à l'école, dans certains pays, comme par exemple au Danemark, eh bien, il y a des cours d'empathie. On apprend aux enfants dès le plus jeune âge à faire preuve d'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place des autres. Et donc ça veut dire ressentir les préoccupations de l'autre. Les enfants vont s'exprimer à voix haute pour dire ce qu'ils ont ressenti lorsque un de leurs copains ou une de leurs copines leur a fait quelque chose. Cette prise de conscience de ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça a telle conséquence sur mon copain, ma copine, eh bien ça amène à développer l'écoute, l'attention aux sentiments et aux ressentis de l'autre et à ses émotions. Et c'est ça, développer l'empathie. Et encore une fois, il y a des gens qui l'ont spontanément, naturellement, d'autres moins, mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Le deuxième mot de cet habitus, c'est le mot bienveillance. Alors, être bienveillant, ça veut dire faire preuve de compréhension et d'indulgence vis-à-vis des autres. Alors, un des exemples que je voudrais vous donner, qui est illustratif de cet enjeu qu'est la bienveillance, eh bien, il est aussi issu du monde de l'école. Cet exemple, il m'a été révélé par une jeune fille, une étudiante, une élève de 4e, je crois, qui m'a raconté qu'elle était une très bonne élève en classe, mais qu'un jour, sa prof de français lui a remis une copie d'un travail qu'elle avait demandé à tous ses élèves, et la prof lui a balancé la copie sur son bureau en lui disant « Ah, tu n'as que 15 sur 20 aujourd'hui », d'un air méprisant. La prof considérait que cette élève, si elle n'avait pas 19 ou 20, eh bien c'est que vraiment elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Eh bien cette jeune fille m'a dit qu'elle avait très mal vécu cette situation, surtout collectivement. On lui a jeté cette copie comme ça devant tous ses copains de classe. Elle avait très mal pris cette situation, ça l'avait beaucoup heurtée, ça lui avait fait perdre confiance en elle en réalité, ça l'avait démotivée. Et quelques mois après, elle en était encore marquée. Alors le troisième mot de cet habitus, c'est le mot de reconnaissance. Alors être reconnaissant, c'est quoi? Être reconnaissant, c'est savoir dire merci à quelqu'un qui vous a fait du bien. Eh bien, c'est pas quelque chose qui est acquis pour tout le monde, cette notion de reconnaissance. Je me souviens de ce directeur d'une administration avec laquelle je travaillais, et bien ce monsieur m'expliquait devant tous ses collaborateurs en plus que pour lui, il n'avait pas à dire merci à ses collaborateurs, même quand ceux-ci avaient fait un très bon travail. Il ne leur disait pas merci parce qu'il considérait que ces gens étaient payés pour faire leur boulot et que donc il n'y avait aucune raison de leur dire merci. Alors le dernier terme de cet habitus, c'est l'acceptation de la différence, des différences. Alors ce sujet de l'acceptation des différences, eh bien, on le trouve malheureusement, on peut l'appliquer à tous les sujets. Est-ce qu'on accepte les différences entre couleur de peau, entre religion, entre ethnie, entre castes, si je puis dire, issus des mêmes écoles. À tous les niveaux, on trouve des exemples qui montrent à quel point il est difficile d'accepter la différence chez l'autre. Et ça, c'est un problème évidemment considérable, majeur, à tous les niveaux de notre vie en société. Si l'on creuse dans les racines de l'arbre, concernant cet habitus, empathie, bienveillance, reconnaissance, acceptation des différences, eh bien, il y a une notion fondamentale que l'on va trouver, c'est celle de l'ego. L'ego, c'est l'image que je me fais de moi-même. Alors l'ego, c'est quelque chose d'important, il en faut de l'ego. Il faut avoir une forme de fierté de soi-même, de ce que l'on fait. C'est important. Mais jusqu'où ne pas aller trop loin, si je puis dire. Est-on capable d'avoir un ego suffisamment maîtrisé? Il y a un auteur tout à fait formidable qui s'appelle Matthieu Ricard, qui a écrit un livre tout à fait passionnant, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance. L'auteur Matthieu Ricard
qui est un moine bouddhiste très connu mondialement, qui est l'un des plus proches collaborateurs du Dalai Lama, a écrit tout un chapitre sur l'ego et sa place dans nos sociétés actuelles. Et il dit, et je partage tout à fait son sentiment, que l'ego a pris une place considérable dans nos vies. Et ce qu'il dit, c'est qu'un ego trop fort peut quelque part rendre fou. C'est-à-dire que quand on a un ego surdéveloppé, on va finir par se fixer à soi-même des objectifs inatteignables, trop élevés, et qu'on a toutes les chances de ne pas atteindre. Et dès lors qu'on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés à soi-même, ou qu'on peut fixer ensuite aux autres, derrière, en plus, eh bien, on va être découragé, frustré, aigri, voire déprimé, et il y a même des gens qui vont jusqu'à se suicider à cause de ça. Donc l'ego est quelque chose d'important, mais en même temps qu'il faut savoir maîtriser dans certaines limites. Et ces limites, eh bien, ce sont celles de l'humilité. Il est important de savoir rester humble. Dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes tout à fait remarquables, tout à fait exceptionnelles, qui, dans leur domaine respectif, étaient des véritables sommités internationales. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le point commun de toutes ces personnes, c'était qu'elles étaient humbles, qu'elles n'avaient pas un ego surdéveloppé, elles savaient maîtriser leur ego et faire preuve, encore une fois, d'une grande humilité. Alors quand on creuse dans les racines de l'arbre, je vois au moins deux raisons, deux dimensions qui conduisent à un ego surdimensionné. La première raison de cet ego surdimensionné, c'est nos systèmes éducatifs, qui, dans beaucoup de pays du monde, conduisent à une espèce de quête de la performance individuelle. Il faut être le meilleur à tout prix, il faut être meilleur que les autres, il faut être le premier, la première. Et tout ça, ça conduit à gonfler l'ego de manière forte. Et plus on grandit en âge, plus on est dans des classes avancées, du collège, du lycée, des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur, eh bien, si vous faites des grandes études, on va vous dire que vous êtes le meilleur, un génie, vous faites partie de l'élite du pays. Et donc tout ça, ça vous amène à avoir la tête qui prend la taille d'une citrouille. La deuxième raison, selon moi, de la place de plus en plus énorme que l'ego des uns et des autres prend dans nos vies, aux uns et aux autres, c'est la place des réseaux sociaux. Que ce soit Twitter, Insta, Facebook, TikTok et autres, quand on commence à se faire des selfies, à se regarder dans le miroir en permanence, à regarder, compter le nombre de likes dès que vous postez quelque chose, eh ben, ça finit par vous faire gonfler le melon de manière terrible. Et là aussi, l'ego peut prendre une place totalement surdimensionnée. Et beaucoup d'entre nous, et surtout des jeunes générations évidemment, est confronté à cette réalité-là, où que l'on soit dans le monde. Cette place prépondérante des réseaux sociaux dans nos comportements et dans ce développement d'un ego complètement surdimensionné, le formidable chanteur Stromae l'a illustré de manière assez remarquable dans sa chanson Carmen. Et vous maintenant, si vous pensez à vos propres comportements, qu'est-ce qui fait selon vous que vous puissiez de temps en temps ne pas être suffisamment empathique, bienveillant, reconnaissant, que vous n'acceptiez pas forcément facilement les différences chez les autres autour de vous? Et si maintenant on visualise ce curseur sur lequel à un extrême vous avez indiqué fort ego, à l'autre extrême forte humilité, où est-ce que vous vous situez vous-même si vous essayez de faire preuve d'un petit peu d'objectivité par rapport à vous-même, d'un peu de recul par rapport à vous-même? Est-ce que vous pensez que être bienveillant, ça signifie ne pas dire à quelqu'un ce que vous pensez lorsque vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, lorsque vous avez quelque chose à lui reprocher? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas lui dire pour ne pas la fâcher, ne pas la vexer? Ou est-ce qu'il vaut mieux lui dire les choses, quitte à ce que ça la heurte? Même si, bien sûr, vous dites les choses de manière pondérée, sans excès. Mais comment vous vous situez par rapport à ça? Dire ou ne pas dire? Vous venez de découvrir le module sur l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. Je vous invite à découvrir le module sur la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité et le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité et la loyauté.